Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Localocratie. Je suis Xavier Marichat. Vous avez sans doute récemment entendu parler d'Olivier Amand et du concept de robustesse qu'il présente à de nombreux endroits et à propos duquel il a écrit 3 livres l'abordant sous différents angles. Nous ne redéfinirons que très rapidement cette notion pour nous plonger dans le regard qu'elle apporte sur la démocratie. En effet, dans ses livres et allocutions, j'avais trouvé qu'Olivier évoquait souvent des notions qui touchent à la démocratie et au rôle que peuvent y jouer citoyennes et citoyens et associations. Il décrit d'ailleurs le tissu associatif comme le premier kilomètre de la démocratie. Lors d'un de ses derniers passages en Wallonie, j'ai donc eu l'opportunité de l'inviter 25 minutes devant le micro pour approfondir cela et mettre en perspective la manière dont nous, citoyennes et citoyens, participons à la vie communale. Une introduction parfaite pour ce thème central dans la saison 2 de Localocratie. Bonne écoute. Bonjour Olivier Amand. Bonjour. S'agissant d'un podcast touchant des acteurs tantôt politiques ou administratifs, j'ai pris le pli de vous voyer mes interlocuteurs, mais tu m'as dit que pour toi le tutoiement était quelque chose de plus naturel. Je ne sais pas si c'est optimal. Mais on va donc se tutoyer pour cet épisode. Avec plaisir. Et mais je ne vais pas présenter moi tes travaux sur la robustesse. Je pense que beaucoup d'auditoristes les retrouveront et par écrit et en ligne à différents endroits, et je donnerai d'ailleurs les pointeurs. Mais je pense que pour celles et ceux qui n'en auraient pas entendu grand-chose, il serait intéressant que tu puisses rappeler ce concept de robustesse d'un système robuste. Oui, alors je peux le dire très rapidement. Donc, on est en train de rentrer dans un monde de plus en plus fluctuant. Il commence à y avoir des ruptures de tous les côtés parce qu'on a suroptimisé le monde dans tous les sens. C'est CrowdStrike l'été dernier, la panne informatique mondiale, des pénuries, etc. La suroptimisation des hôpitaux qui fait que du coup on confine quand il y a une pandémie. Et du coup, comment on fait pour habiter ce monde fluctuant ? Donc déjà, comprendre que ces fluctuations, c'est le produit de la performance, de notre surperformance. Et donc, plutôt comment on répond à ça ? La robustesse. Voilà. La robustesse, c'est maintenir le système stable et viable malgré les fluctuations. Donc, c'est en fait, dans un milieu qui devient de plus en plus fluctuant, il faut être de plus en plus robuste. Donc, c'est ce que font les êtres vivants, typiquement. Ils sont dans des environnements très fluctuants et du coup, ils sont très robustes. Et comment font-ils pour être robustes ? Quand on analyse les êtres vivants robustes, et en fait les systèmes robustes en général, on voit qu'en fait ils doivent augmenter les marges de manœuvre, le jeu dans les rouages, et donc ils doivent aller contre la performance. Et donc cette robustesse va nous amener à regarder les choses différemment, mais donc ça nécessite un choix conscient de se comporter autrement. Exactement. En fait, il s'agit de dérailler du culte de la performance. Et je pèse tous les mots. C'est-à-dire que nous sommes sur des rails, les rails de la performance. On pense que la performance est toujours positive, que optimiser, c'est toujours positif, alors que ça nous canalise. Justement au moment où on rentre dans un monde qui va changer tout le temps, qui va être très turbulent. Donc, il ne faut surtout pas se canaliser dans ce monde-là. Donc voilà, c'est dérailler du culte de la performance. C'est un choix conscient de faire une forme de déprise sectaire. C'est comme si on était dans une dérive sectaire et que d'un seul coup, on se réveillait, qu'on se dit, ah oui, en fait, la performance, ça ne marche plus. Il va falloir trouver un autre compas. Et donc, ce compas, c'est la robustesse dans un monde fluctuant. Tu donnes dans tes ouvrages pas mal d'exemples dans la vie de tous les jours, dans les organismes vivants, mais également dans nos structures institutionnelles, nos entreprises, nos comportements. Et à plusieurs endroits, tu fais le lien avec ce qui nous intéresse ici dans ce podcast, qui est la démocratie. Alors, est-ce que la démocratie aussi est, à tes yeux, sur ces rails de la performance ? Et ce serait quoi de la robustesse en démocratie, alors ? Alors, la démocratie, à la source, c'est plutôt de la robustesse. C'est-à-dire qu'en fait, on fait du débat citoyen, donc de la discussion. Donc, ça veut dire qu'on va plutôt stimuler les incohérences, les contradictions internes. On veut avoir du débat contradictoire. Donc, c'est beaucoup plus long, c'est plus lent, c'est plus hétérogène. Il y a des redondances. Il y a tous les ingrédients de la sous-optimalité qu'on trouve chez le vivant qui vont ajouter des marges de manœuvre, du jeu dans les rouages, mais qui permettent d'avoir des décisions robustes. Et que la démocratie tire sa légitimité de contre-performance. Parce que ça prend plus de temps, parce que c'est plus local, etc. Ça va générer de la robustesse. Ma principale crainte par rapport à la démocratie actuellement, c'est qu'elle-même se fait piéger par le culte de la performance. Par exemple, on va attendre le dictateur bienveillant.
Non, on a l'impression que voilà, il y a des personnes qui ont la vision et qui vont nous éclairer. Alors non, en fait, c'est toujours des communautés apprenantes qui transforment. C'est pas le dictateur éclairé. En général, il éclaire surtout sa propre dérive sectaire. Donc ça faut bien le savoir. Et aussi, on voit des mécanismes où en fait, dans les institutions, on a des tas d'outils pour contourner le Parlement, les corps intermédiaires, les syndicats. En fait, il y a tout ça, c'est dans la Constitution de plein de pays. Et donc, le rôle de la démocratie actuellement, c'est de ne pas tomber dans le panneau de la performance et d'utiliser ces outils de contournement. Donc, par exemple, en France, c'est le 49.3. C'est un article qui permet de bypasser, de zapper le Parlement. Ça, c'est de la démocratie autoritaire. C'est qu'en fait, on ne laisse plus la parole au Parlement et on va considérer que le gouvernement a la bonne solution, quoi qu'il arrive. Ça marche pas. Ça fragilise la démocratie et ça fragilise les sociétés. Donc en fait, on prend le court-circuit pour aller plus vite, pour être plus efficace. C'est moins démocratique, c'est moins robuste. Exactement, c'est moins robuste. Alors, en France, c'est l'exemple parfait pour ça. Il y a 7 ans, on a fait voter une loi pour la réforme des retraites par 49.3. Donc le Parlement n'était pas d'accord, mais on l'a zappé et du coup la loi est passée. 7 ans plus tard, on est de nouveau en train de parler de cette réforme avec les corps intermédiaires, avec les syndicats, avec le patronat. Donc en fait, on n'a absolument pas avancé. Mais c'est normal parce que c'était pas une décision robuste. Elle était très fragile. Si je t'entends bien, tu es sans doute aligné avec les travaux de penseurs comme Hartmut Rosa qui dit que la démocratie est notamment en danger par l'accélération du monde, parce que la démocratie, et c'est sans doute robuste et sous-optimale, c'est du temps long, c'est le temps du débat, et qu'il ne peut pas y avoir de démocratie dans un monde qui va trop vite. Oui, alors c'est ça. Et alors ce que dit Hartmut Rosa me parle beaucoup parce qu'en fait, il répond. Parce que propose Hartmut Rosa, c'est en effet de ce constat qu'on est dans l'accélération. Et donc, on peut tomber facilement dans le piège de la performance parce que plus on accélère et plus on a l'impression que ça va mieux, en fait. C'est quand on passe la crise, on va encore plus vite et du coup, ça marche encore. Jusqu'à une certaine vitesse où là, c'est plus tenable. Et là, on se brise, vraiment, on se casse en 1000 morceaux. Donc du coup, ce que dit Hartmut Rosa, finalement, c'est pas tellement c'est pas une question de temps. En fait, c'est même pas une question de temps long. C'est une question d'espace. C'est la résonance avec Hartmut Rosa. C'est se reconnecter à son territoire, à son espace. Et quand on coopère dans son territoire, c'est là qu'on ouvre le temps long. Mais on s'est même pas posé la question du long terme, finalement. On s'est surtout dit, là, je vais me reconnecter à mon territoire. Alors, avec les humains, avec les non-humains, c'est vraiment très large. Et là, d'un seul coup, s'ouvre le temps long, mais sans qu'on ait vraiment décidé. En fait, il en fait partie intrinsèque si on prend le temps de s'intéresser aux choses qu'on a autour de soi. Exactement. Et si je le dis de façon un peu mathématique, nous sommes des êtres vivants comme les autres. Donc, nous évoluons dans un espace à 4 dimensions. Quand on manque de temps, il nous reste les 3 dimensions de l'espace. C'est exactement ce que font les êtres vivants. Quand ils sont face à des crises, à des pénuries chroniques de ressources, ils font de la symbiose. La symbiose, c'est pas tellement que c'est du long terme ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on multiplie les interactions avec son territoire. Et ça permet de maintenir la viabilité et donc la robustesse du système dans le temps long. Alors, puisqu'on s'intéresse justement à la démocratie locale, tu as prononcé le mot plusieurs fois, territoire. La démocratie, elle commence sur nos territoires, sur le territoire de vie de chaque citoyen. Et donc, quelque part, puisqu'avec localocratie, on s'intéresse au pouvoir communal, municipal en France, c'est d'abord notre lieu de vie, notre territoire. Tu parlais dans d'autres interviews du fait que pour toi, la démocratie, ça commence bien, effectivement, de manière robuste, au plus près des citoyens. Et tu appelles tous ces acteurs le premier kilomètre de la démocratie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors oui, le tissu associatif, par exemple, c'est le premier kilomètre de la démocratie. En fait, dans une association, on va apprendre à parler avec des gens qui ont différentes traditions, différentes cultures. On va certainement être exposé à des conflits, des débats un peu agités. Et il va bien falloir les résoudre. Et on va trouver des solutions, la communication non violente, des tas de choses en fait qu'on va pratiquer au niveau du territoire. Et quand on résout ces conflits au niveau territorial, quand on se dépasse grâce aux autres, c'est un peu ça la démocratie locale finalement. Une fois qu'on a fait ça dans une association, ces méthodes-là sont aussi pertinentes à l'échelle de la commune, à l'échelle d'un territoire plus grand. Et en fait, c'est un peu des poupées russes finalement. Mais c'est une pratique qui est ancrée dans le territoire. Sinon, le contre-modèle, ce serait d'avoir des citoyens dans des territoires qui sont des consommateurs.
Et du coup, le rôle de l'État... Et c'est ce que certains nous disent, que l'État, que les institutions ne devraient plus considérer les citoyens comme des usagers avec des droits, des choses, mais les considérer tous comme des clients ou des consommateurs. Voilà, alors ça c'est très performant, parce que du coup, il y a juste besoin d'avoir un État qui donne quelques règles, et tout le monde est censé les suivre en faisant l'hypothèse que l'État est bienveillant. C'est ce qui se passe dans tous les territoires. Donc évidemment, tout ça, c'est faux. Hein. Il y a plein, l'État a ses failles, comme tout le monde. Donc il y a des choses qui ratent, surtout quand on est un État très loin du territoire, encore plus, parce qu'on ne voit pas les fluctuations du territoire. Donc en effet, c'est crucial d'avoir cette pratique que les citoyens ne soient pas des consommateurs. Il faut être acteur de son territoire. Donc ça ne veut pas dire être tout le temps en mode démocratique, de se poser la moindre question, de se poser des questions. Quand on va acheter son lait dans son supermarché, on ne va pas faire un débat à chaque fois. Hein, je ne suis pas en train de dire ça. Mais sur les quelques questions un peu stratégiques du territoire, sur les envies des citoyens, là, ça vaut le coup quand même de reprendre la main et de s'empouvoirer au niveau local finalement. Et donc ça passe par des communautés apprenantes, c'est-à-dire des citoyens qui se mettent ensemble et qui n'ont pas la solution, mais surtout ce qu'ils se disent, c'est j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas comment faire. Quand on dit ça, on agrège un collectif, on mobilise un collectif qui va pouvoir débattre des solutions, inventer des nouvelles solutions et se propager finalement. Et donc l'associatif, premier lieu de débat, parce qu'on n'y est pas d'accord justement ? Oui, exactement. L'associatif, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que l'enjeu, c'est souvent les associations, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous réunit quand même. Ça peut être un club de pétanque, hein. Enfin, je veux dire, ça peut être aussi simple que ça. Hein. Donc il y a un truc qui nous réunit, mais il y a plein de façons de faire ce truc-là. Donc du coup, là, on a plein d'options, plein de diversité, et donc on va être exposé à des nouvelles idées. Alors il y a une méthode que j'aime bien citer, c'est la méthode de Patrick Vivray, qui parle des désaccords féconds. C'est ça qu'on va pratiquer dans les associations, dans les communautés locales. C'est justement se dire, en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je veux comprendre ta logique. Il faut m'expliciter ta logique. Moi, je vais t'expliciter ma logique. Ça veut dire qu'on va passer du temps sur les définitions des termes. Qu'est-ce que tu veux dire avec ce mot-là ? Qu'est-ce que je veux dire avec ce mot-là ? Donc, à la fin, on va peut-être toujours pas être d'accord. Hein, ça, c'est très bien. Mais au moins, on repart de la discussion avec une autre logique en tête. Et le jour où le monde change, où soi-même on change, on se dit, ah oui, j'ai accès à cette autre option, à cette autre solution. Et ça, je vais pouvoir la mobiliser si c'est pertinent. Et on aura appris quelque chose de la dispute. Et comme le dit une réalisatrice d'un podcast qui s'appelle Anatomie d'une chute, elle conclut en disant que l'important, c'est de retirer quelque chose de la dispute sans se diviser pour autant. On a un objectif commun, mais on accepte qu'on n'est pas d'accord sur toute la manière de le réaliser. Exactement. Une dispute doit être initiatique, au sens littéral du terme. Même un dialogue doit être initiatique. Un dialogue où on repart et on est toujours avec les mêmes convictions, ça veut dire qu'on n'a pas dialogué. On a juste donné ses idées, mais on n'a pas changé d'opinion. Ça, c'est pas un dialogue, c'est un monologue. Et donc, notre démocratie, c'est un dialogue, ou un trialogue, ou un quadrilogue. Exactement. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se réunit, on ne sait pas ce qui va sortir. Donc et là, pour le coup, ça ressemble encore une fois à la décision en version biologique, parce que nous, la décision humaine, hein, c'est souvent un chef qui décide. Ça, c'est un peu l'image. Voilà. Dans le monde biologique, il n'y a pas vraiment de chef. Tout est émergent. Donc il y a des interactions, des éléments qui interagissent, et ça fournit des trajectoires. Ça fait émerger des trajectoires que nous, humains, qui regardons ça, on pourrait dire, ça, c'est des décisions. Mais c'est des décisions qui émergent des interactions. Le rôle du politique et de la démocratie, finalement, c'est de créer les conditions dans lesquelles de telles trajectoires émergentes apparaissent. Et donc, si on revient au niveau d'un pouvoir communal, ton sentiment, c'est que, certes, il y a un ou une bourgmestre emblématique avec une équipe en majorité communale, mais que le reste du tissu, citoyen, des associations, etc., ont quand même une influence sur cette trajectoire ? Bien sûr. Alors tout dépend après du niveau d'éducation, du temps disponible. Enfin, tout ça se construit. Hein. C'est-à-dire que si tout le monde travaille 24 heures sur 24 et canalisé en étant, je sais pas moi, un auto-entrepreneur de la livraison ou je sais pas quoi, on est pris par le temps. Bien sûr, là, du coup, on redevient des consommateurs de démocratie finalement. On ne fait plus partie de la démocratie. On est juste en train de suivre le système, d'assister. Voilà, exactement, un peu passivement. Donc ça veut dire que la démocratie doit repenser la place du travail pour qu'elle laisse de la place pour l'action démocratique territoriale. Donc, par exemple, la semaine de 4 jours, ça serait le minimum pour que le 5e jour soit au service de la démocratie locale. Donc, ça peut être associatif, hein, c'est pas forcément politique, etc., mais qu'il y a au moins un espace où le citoyen est un acteur de la démocratie locale.
pour comprendre cette idée qu'il n'y a pas un décisionnaire ultime pour une cohorte d'individus, je t'ai entendu utiliser la métaphore de la nuée d'oiseaux que je trouvais assez parlante, donc sur le fait que donc, dans une nuée d'oiseaux, si je comprends bien, pour prendre cette analogie du vivant, il n'y a pas un chef, le chef oiseau, tout devant à l'avant, que tous les autres suivent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Exactement. Alors c'est vrai qu'on peut avoir cette image-là, parce que nous, quand on voit un groupe, en général, on essaye de trouver le décideur, le chef. Alors dans une nuée d'oiseaux, en fait, quand on regarde bien, les oiseaux, ils se ressemblent beaucoup quand même. Enfin, c'est une nuée d'oiseaux assez homogène finalement. Et ce qui se passe, c'est que ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe, parce que c'est eux qui sont exposés aux fluctuations du monde. Alors que les oiseaux qui sont au cœur de la nuée sont en fait aveugles aux fluctuations du monde, ils ne voient que les oiseaux voisins. Donc ils vont se positionner en fonction des voisins. Donc en fait, ils ne voient pas grand-chose, ils sont vraiment aveugles. Et donc ce qui se passe, c'est que les yeux de la nuée sont à la périphérie, ce sont les oiseaux à la périphérie qui guident le groupe et qui vont contaminer le cœur. Et donc c'est ça qui va faire basculer la nuée d'oiseaux. Et donc en démocratie, pour toi, la métaphore s'applique, les lanceurs d'alerte, les associations en périphérie qui s'occupent tantôt des plus démunis, tantôt des exclus, tantôt de cas particuliers de la société, sont ces différents yeux qui permettent de faire fluctuer l'information et que collectivement on prenne de meilleures orientations. Exactement. En fait, et surtout aujourd'hui, puisque à la limite dans un monde qui était très stable, abondant en ressources, le monde du pétrole, pour le dire rapidement, à la limite on pouvait un peu arroser tout le monde. Finalement, qu'on prenne des décisions, qu'on n'en prenne pas, ça changeait pas grand-chose parce que de toute façon il y avait accès à une abondance de ressources. Maintenant qu'on rentre dans un monde fluctuant, ceux qui se prennent les fluctuations en premier doivent inventer des nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles démocratiques, des nouveaux modèles sociaux. Parce qu'ils sont déjà dans le monde fluctuant, ils sont très avancés dans les fluctuations. Mais du coup, le cœur du système va s'inspirer de ce qui se passe à la périphérie. Plutôt que de rester cantonné dans le monde d'avant, il va plutôt regarder ce qui se passe avec le monde fluctuant qui vient, en regardant les pionniers, les éclaireurs finalement. Et donc c'est là qu'on peut espérer une contamination de la marge vers le cœur. Et est-ce que cette contamination, ça s'appuie sur un autre concept que tu as développé dans tes ouvrages, qui est celui de couplage souple, de manière d'interagir de manière moins rigide ou moins codifiée, parce que finalement, au niveau local, on a le rôle des élus qui est très clair, on a le rôle de l'administration communale qui est relativement clair aussi, et puis on a des citoyens un peu épars. C'est ça, cette notion de couplage, c'est comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres? Exactement. Alors, donc ça, c'est tout le travail de Carl Weick dans les années 70. En fait, on peut le penser à l'envers. Un couplage rigide, c'est quand il y a un chef qui dit à son employé de faire une tâche. Ça, c'est un couplage rigide, et du coup, il n'y a aucune marge de manœuvre. L'employé doit répondre à la tâche. D'ailleurs, on ne lui a pas demandé de faire autre chose. Donc, s'il prend une pause café, à la limite, il déroge à ce qu'on lui a demandé de faire. Dans un couplage souple, c'est beaucoup moins directif. Justement, on laisse émerger les choses, on laisse des marges de manœuvre, il y a du jeu dans les rouages, et ce qui permet d'aller là où on ne pensait pas aller. Il y a de nouvelles interactions qui peuvent apparaître. Alors, ça qui est extraordinaire, c'est que c'est beaucoup plus arborescent. C'est que le couplage rigide est très linéaire. On va de A à B. Dans un couplage souple, on s'offre, il y a des fils qui dépassent. Voilà. Et du coup, c'est très arborescent et on ne sait pas vraiment où on va. Par contre, ça peut être beaucoup plus contaminant. Parce que c'est fait pour, en fait. Parce qu'on partage plus d'informations avec plus de monde, finalement. Exactement. Et on se laisse... En fait, c'est même pas qu'on se laisse ce choix-là, c'est que c'est presque constitutionnel, j'ai envie de dire, c'est structurel, d'avoir plein d'interactions. On est tout le temps adaptable. On se laisse des marges de manœuvre, d'autres pistes, d'autres chemins viables qui peuvent apparaître en cours de chemin. Et si je rebondis sur ton ouvrage sur l'incohérence, où tu parles de la manière de changer un système, d'avoir une approche systémique, tu parles que finalement ce qui change vraiment un système, c'est de changer les relations et pas les éléments du système. Si on remplace les éléments un à un, certes on a d'autres individus ou d'autres objets en charge de différents trucs, mais le système fonctionne toujours de la même manière. C'est ça, cette idée de couplage, ça vient toucher aux relations et donc à la manière dont le tout se comporte. Exactement. En fait, quand on ne fait que changer les éléments, en fait, on ne change pas le système. L'exemple typique, c'est quand on est passé de la voiture électrique à la voiture thermique. Regardez les routes, c'est les mêmes. Il y a toujours autant de voitures, il y a toujours autant d'autoroutes, il y a toujours autant de garages. En fait, on n'a pas changé le système. On a juste des voitures électriques en plus des voitures thermiques. Par contre, si on passe à la voiture partagée, là, il se passe quelque chose. C'est que là, il y a moins de voitures, il y a d'autres liens sociaux qui émergent, il y a d'autres opportunités économiques aussi qui émergent, d'autres services qui arrivent, d'autres éducations à la démocratie. Moi, je pense que le covoiturage, par exemple, c'est un excellent outil
pour des décideurs politiques, pour qu'ils soient exposés à la société de façon plus aléatoire finalement. Donc tout ça, ça change vraiment le système. Et donc on a vraiment besoin de penser ça, en fait, de se dire que quand on a une trajectoire mortifère, une trajectoire qu'on ne veut pas suivre, ça ne sert à rien d'ajouter des éléments dans son système. C'est juste qu'on va juste ajouter des boulets, mais on ne va pas changer la trajectoire. Il faut changer les interactions, et c'est là qu'on peut dérailler. Et donc, si je reviens sur un cadre de démocratie communale, tous les 6 ans, on a une élection, et donc on place quelques éléments du système, une série d'élus. Certains vont faire partie d'une majorité, d'autres d'une minorité. On place une administration, et puis on a tous les citoyens autour. Et donc, ta recommandation, c'est, oui, il faut voter tous les 6 ans, et il y a peut-être des améliorations à faire au système, mais finalement, quelles que soient les personnes en place, on n'altère pas le système. Et donc, c'est quoi? C'est aux citoyens de secouer le système, d'agiter plus de connexions, d'avoir peut-être moins peur d'interagir, et donc de créer de nouveaux canaux, que ce soit de remontée d'informations ou de demande de compte. Exactement. Par exemple, le référendum d'initiative citoyenne, ça c'est très bien. C'est ce que font les Suisses depuis des années. Les votations, c'est ça finalement. Ils font ça 4 fois par an quand même. C'est quand même nettement plus fréquent que nous, 1 fois tous les 6 ans. Ça, c'est certainement un modèle à suivre. On va avoir beaucoup plus besoin de ça. Et qu'on ne peut pas demander aux citoyens de se désintéresser de la politique et de leur laisser si peu de place dans le choix politique. Donc s'il y a des votations ou ce qu'on veut, des référendums un peu plus régulièrement, et en tout cas, si on donne la possibilité aux citoyens de mettre des sujets sur la table, là, oui, on aura un tissu démocratique plus robuste. Mais avec une phase d'incohérence, alors. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on entend souvent dire. En région wallonne, par exemple, le référendum au niveau communal existe, il est dans la loi. Personne ne l'utilise vraiment, ou les quelques tentatives ont été compliquées. On aura l'occasion d'y revenir dans le podcast. Et comme tu le dis, en Suisse, la votation, ça paraît tout à fait naturel, dans un système qui paraît de nouveau cohérent aux gens qui le vivent depuis des dizaines d'années. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un système qui peut paraître cohérent à un autre système qui semble tout aussi cohérent, et pourtant qui ne sont pas les mêmes et qui ne résonnent pas de la même manière? C'est purement culturel. Je vais peut-être pas prendre l'exemple de la Suisse et de la Belgique, mais plutôt de la Belgique et de la France. La Belgique, la Belgique a une longue expérience des coalitions dans les parlements. Donc il y a même des processus, l'informateur, il y a tout un mécanisme qui fait qu'on va faire des coalitions. Et donc les députés qui sont élus, ils savent qu'ils vont devoir faire des coalitions. Même avant l'élection, ils savent qu'ils vont faire des coalitions après. Nous, en France, on est resté dans le vieux système monarchique, finalement, très directionnel, où on pense qu'il y a une majorité, et du coup, c'est beaucoup plus performant, parce qu'il y a une majorité, et du coup, il n'y a pas besoin de faire de coalition, on va directement aller à la solution. Là, on se rend compte aujourd'hui, en France, que ça ne marche plus. On a une tripolarisation politique en France, qui fait qu'il n'y a plus de majorité, mais sauf qu'on n'a pas du tout développé les systèmes informateurs de coalition, et donc on a, dans le Parlement français, 600 députés qui ont tous été formés à la compétition. Et donc, ils sont incapables de faire des coalitions. Mais c'est vraiment incapable. Et donc ça, c'est vraiment culturel. On ne les a pas éduqués à faire des coalitions. S'ils font une coalition, alors ça veut dire soit qu'ils perdent leur pouvoir, soit qu'ils répondent plus à ce qu'ont demandé les électeurs. Enfin, des constructions sociales, culturelles finalement, qui n'ont rien à voir avec la réalité du terrain. Nous, on les a élus, ils ont un salaire pour faire avancer les choses quand même. Donc, quelle que soit la méthode, là, si on leur demande de faire des coalitions, ils devraient être capables de le faire. C'est culturel, ils n'ont pas été éduqués à ça. Et donc, pour que nos systèmes évoluent, il faut changer notre culture, donc nos pratiques, mais donc ça se base sur tout le monde et pas que sur les élus en place. Oui, alors voilà, la première chose, en fait, il faudrait presque le dire en long, en large et en travers partout, c'est la définition de la coopération. La coopération, c'est quand on va contre sa performance individuelle pour nourrir la robustesse du groupe. Une fois qu'on a compris ça, au moins, si on décide de ne pas faire de coopération, on sait pourquoi. Ça veut dire qu'en fait, on veut soutenir sa performance individuelle contre la robustesse du groupe. Oui, tu rejoins en fait la définition de Laurent Éloi que la coopération, c'est prendre le temps d'être dans l'échange de savoir et pas juste dans atteindre efficacement en collaborant et en ne coopérant pas un objectif, mais c'est de prendre le temps. On revient au point de début du débat, de la discussion, de l'émergence de nouvelles idées par la confrontation d'idées. Exactement. La coopération, c'est un appel à la pensée systémique. Quand on fait de la compétition, c'est un appel à la pensée réductionniste, où en fait on va mettre des indicateurs et le but ce sera d'atteindre les indicateurs. Et celui qui aura le meilleur indicateur va gagner.
c'est d'une stérilité, quand même, c'est d'une pauvreté, c'est dingue, hein, quand même. Et pourtant, ça marche encore beaucoup comme ça. Bon, dans un monde fluctuant, ça va faire le ménage, hein, parce que ceux qui sont dans la compétition vont se planter beaucoup plus vite qu'avant. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que le monde fluctuant, c'est presque un nouveau service écosystémique. Ça va faire le ménage. Les très performants seront les plus fragiles, sur tous les plans, hein, écologique, social, économique. Donc ils vont tomber. Et ça va laisser de la place à ce monde coopératif qui ne demande que ça. Hein. C'est un peu comme au moment du Covid, quand on s'est arrêté, nous les humains et les chevreuils sont rentrés en ville. Quand le monde économique ultra performant va se planter, les coopérations, les coopératives, tous ces mouvements citoyens là, vont commencer à prendre la place. Et ça, ce sera quand même assez joyeux. Ce sera joyeux, mais qu'est-ce qu'on dit en attendant à tous ces citoyens qui s'investissent, qui de manière coopérative, de manière associative, et qui ont des vraies idées pour faire changer les choses, mais qui se heurtent parfois à des pouvoirs locaux plus rigides, plus inamovibles. Attendez que tout s'effondre, ou bien tu as quand même des indications sur comment faire bouger les choses de manière progressive sans attendre le grand jour où tout se résolverait? Alors j'ai envie de leur dire tenez bon, parce que le monde s'accélère là, dans tous les sens du terme, donc les fluctuations aussi, et donc le monde performant, il va tomber plus rapidement que ce qu'on croit. Ça va nous surprendre, hein. Je pense que dès 2025, on va déjà avoir des grosses surprises, mais surtout c'est une question de tactique pour que ça reste joyeux, parce que ça peut décourager, hein, quand on fait des projets inspirants qui sont déjà dans le monde d'après, mais qu'on ne nous les laisse pas faire, ça peut décourager. Alors l'idée, c'est de cibler un public qui est fertile à ce qu'on propose. Donc par exemple, dans la nuée d'oiseaux, c'est de ne pas forcément cibler le cœur du système, qui serait certainement le plus performant, parce que c'est celui qui a les plus gros leviers, mais sauf que c'est celui qui va le plus résister. Donc en fait, en le ciblant lui, en fait, on va s'épuiser, on va dépenser beaucoup d'énergie, et à la limite, on va braquer le cœur du système, qui va encore plus se conforter dans son délire. Hein. Donc il faut plutôt pas trop passer du temps sur le cœur du système, il faut aller un peu au-dessus. Il faut aller voir les citoyens, les collectivités, les entreprises, les associations qui sont dans le trouble, qui se posent des questions, qui sont en dissonance avec ce monde-là, qui savent pas trop comment faire, qui se disent oui, là, comment ça se fait, là je suis en burn-out, je suis en arrêt maladie, j'ai des problèmes, quoi. Et je sais pas trop, ce monde-là me fait pas rêver. C'est eux qu'il faut aller voir. Et là, leur dire, là, nous, on a des idées. Et en fait, c'est une tactique d'encerclement. Une fois que toute la périphérie commence à être contaminée, c'est le cœur qui devient ringard. En fait, c'est lui qui devient une marge. Alors qu'il était censé être au cœur du pouvoir, il devient une marge qui se ringardise. Et là, il sera obligé de basculer avec le reste. Mais donc, c'est aussi accepter que le changement, il n'y a pas de performance du changement. Il faut laisser le temps au changement d'envelopper, de circonscrire, comme voilà, tu dis. Exactement. En fait, c'est la méthode performante, c'est de faire venir un expert dans le territoire qui va vous dire quoi faire. C'est la solution clé en main. Ça marche pas. Ce qui est beaucoup plus robuste, c'est de faire des communautés apprenantes dans les territoires où on crée les conditions dans lesquelles les solutions émergent. Ça prend plus de temps. Mais par contre, ça reste, ça se propage et au final, ça va beaucoup plus vite parce que l'expert, on a l'impression que ça va très vite, mais en fait, il n'y a rien qui se passe. La communauté apprenante, ça va plus lentement au départ, mais ça crante à chaque fois et il n'y a pas de retour en arrière. Et tout en acceptant qu'on n'aura pas tous les résultats du premier coup, mais que ça vaut la peine de s'impliquer partout où des citoyennes, des citoyens peuvent s'impliquer pour faire évoluer les choses progressivement. Oui, et puis surtout qu'il y aura du désir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que la cathédrale soit finie d'être construite pour avoir du désir. Il y a l'effet première pierre. Dès qu'on met la première pierre à l'ouvrage, en fait, on a la motivation, on se lève tous les matins avec le sourire, parce qu'on sait qu'on est en train de construire le monde d'après. Donc c'est ça qui est génial, c'est que finalement, on a même presque plus de joie avant que la cathédrale soit finie que quand elle est finie. C'est le chemin qui est joyeux. Et donc là, toutes ces premières pierres, on peut les mettre partout, dans tous les territoires. Et donc toutes ces communautés qui vont s'y mettre, là, ça va vraiment créer un mouvement très joyeux, et qui est joyeux à double emploi. C'est-à-dire qu'on construit le monde d'après, et on ringardise le monde d'avant. Donc c'est plutôt sympa. Merci pour ce que je pense être un très bon mot de la fin qui est réjouissant. Et donc, merci à toi. Merci pour tous ces éclairages et on va essayer que tous ensemble nous prenions des chemins joyeux alors. Bien sûr, bonne route. Je retiens 3 éléments de notre conversation avec Olivier. Le premier, c'est que si la robustesse de la démocratie est acquise grâce au débat contradictoire, il nous faut donc apprendre à ne pas être d'accord. Et pour cela, je trouve son critère formidable. Il n'y a véritable dialogue que si l'un ou l'autre des protagonistes a changé d'opinion. Je vais vraiment essayer de m'appliquer cela lors de mes prochains enjeux et débats. Le deuxième élément est celui de la métaphore de la nuée d'oiseaux. Le fait que la périphérie est plus exposée aux fluctuations du monde et donc à capter et diffuser la réalité du monde
que le centre qui lui est quelque part aveugle. Je trouve la métaphore assez saisissante lorsqu'on l'applique à des niveaux de décision politique. Et à cet égard, le troisième élément que je retiens, c'est le fait que, comme citoyennes et citoyens, il faut arrêter de vouloir avoir raison à tout prix et tout changer d'un coup, comme si, avec une seule interpellation, le ou la bourgmestre allait soudainement rallier notre cause et dévier complètement. Et donc, son idée d'y aller progressivement, en faisant connaissance avec l'ensemble des gens qui font le tissu d'une commune, non seulement renforce le vivre ensemble, mais est certainement une meilleure manière de faire évoluer notre tissu de vie dans une direction qui nous convient. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux et à le partager auprès de vos connaissances. Et je vous dis à très bientôt pour continuer à creuser nos enjeux démocratiques. Belle journée, belle soirée, belle matinée, c'est selon.